Mais en plus de ce choix personnel, il y a certaines contraintes qui viennent se greffer, qui est la documentation. S'il n'y a pas de documentation autour d'une question, ça va être très difficile pour vous de le traiter. Et si, comme nous sommes dans le cadre de la médecine, la plupart des cas, vos recherches, ça se fait avec le matériel de laboratoire. Donc, si on n'a pas aussi le matériel de laboratoire adéquat pour faire les analyses dont nous avons besoin en vue de confirmer nos hypothèses de recherche, hein, de vérifier nos hypothèses de recherche, ça va être aussi difficile pour nous de faire notre rôle et de faire ce choix-là. Donc, pour pouvoir vraiment faire un bon travail, il faut tenir compte de ces différents éléments-là, la documentation et l'outil de recherche. Donc, en plus, après avoir justifié, contextualisé et justifié, il y a l'élément suivant qui est la construction de la problématique et qui va donc vous conduire aux questions. La problématique. La problématique, c'est une démonstration. Poser la problématique d'un sujet, c'est faire une sorte de démonstration sur votre choix du sujet, pourquoi vous avez choisi le sujet, les raisons du choix du sujet, et puis l'utilité ou le pourquoi du choix de votre sujet. Donc, c'est une démonstration, une sorte de résumé ou d'un développement sur votre sujet qui va faire ressortir les différents problèmes que le sujet pose. C'est la raison pour laquelle on parle de problématique. Les différents problèmes que le thème pose, hein, soit à la société, soit dans votre cadre professionnel. Donc, tous les différents problèmes que le sujet, le thème choisi pose, vous les développez. Et à la fin de cette argumentation, vous allez déboucher sur les questions ou la question qui va vous amener à aller dans les hypothèses de résolution, hein, dans les hypothèses de résolution du problème. Donc, on peut le lire, on dit que la problématique est le développement théorique du problème, objet de la recherche. C'est la construction théorique documentée, argumentée, qui permettra de systématiser, d'automatiser le problème de recherche. Donc, vous posez votre problème, vous le démontrez, voilà ce que cela pose, notre thème, la nécessité de notre thème, voilà ce que le thème là, le sujet là pose comme problème. Par exemple, lorsqu'on a choisi l'autre jour la question du vaccin contre le palu, nécessairement, on va poser les différents problèmes que le palu pose, les différents problèmes que le manque de vaccin contre le palu pose. Donc, on va le développer. On va le développer et à la fin, forcément, nous allons nous poser un certain nombre de questions. Mais nous allons d'abord nous poser une question qu'on appelle la question principale.
on va poser la question principale, qui est en somme une reformulation de notre thème sous forme interrogative. Forme interrogative. La reformulation, parce que notre thème, c'est sous la forme affirmative, donc on va la reformuler sous la forme interrogative, cette fois-ci, pour la poser en tant que question et une question qui mérite une réponse. De cette question principale va donc découler des questions qu'on appelle des questions spécifiques. Ah, l'objectif général. Non, c'est pas l'objectif général. Le problématique là, est-ce que c'est pas poser une question qui donne, qui met en évidence la nécessité de recherche, c'est-à-dire que poser une question qui va montrer directement la nécessité même de type. La problématique finit toujours par la question. La question. Ça finit par ça, mais la problématique, ce n'est pas la question. La problématique, c'est vraiment, comme je l'ai déjà dit, c'est montrer qu'effectivement, notre thème est un problème. C'est cette démonstration qu'il faut faire. Vous montrez que réellement, si vous voyez que j'ai pris ce thème-là, c'est que ce thème-là est réellement un problème. Parce que, depuis le départ, nous avons dit que la recherche, c'est pour soit acquérir des savoirs nouveaux ou bien résoudre un problème. Donc, nous allons choisir un thème qui constitue un problème. Et nous allons démontrer que notre sujet est effectivement un problème. C'est cette démonstration qui est la problématique. Donc, nous allons montrer que c'est un problème. Cette partie-là ne constitue pas de résoudre le problème, mais ça pose le problème. C'est le problème. Voilà, le palu est un problème. On démontre que réellement le palu c'est un problème. C'est un problème. On le demande. Et à la fin, nous allons nous poser la question, voilà, si jamais on ne trouve pas une solution à ce problème-là, est-ce que, voilà, donc on pose la question, est-ce que nécessairement nous ne devons pas trouver une solution à ce problème? Est-ce qu'on doit laisser le problème perdurer? Une fois que nous avons su que c'est un problème, il faut maintenant penser à trouver la solution. C'est cela la problématique. Si vous voulez, je peux lire le tout pour qu'on puisse vraiment se faire une idée sur ce qu'est la problématique. Donc, je disais que la problématique est le développement théorique du problème, objet de recherche. Le problème est l'objet de notre recherche. C'est la construction théorique documentée. Donc, la construction théorique documentée. Donc, on fait une construction par écrit, on fait une rédaction, mais sur la base des informations réelles que nous avons tirées des documents. On ne parle pas dans le vide. Sur la base des informations que nous avons quand même collectées à partir d'un certain nombre de lectures que nous avons déjà faites. Donc, la raison pour laquelle je disais que la recherche, ça commence d'abord par la documentation. Il faut se documenter, il faut lire beaucoup avant de se lancer dans la recherche. Donc, il s'agit d'établir clairement et de démontrer la nature, les données, parfois appelées énoncés, ou les données, ou différents aspects du problème, dans le contexte particulier dans lequel se déroulera le projet de recherche. Le problème doit donc d'abord être situé dans son contexte, c'est-à-dire les conditions physiques, sociales, sociétales, économiques, politiques qui ont favorisé la naissance et son développement. Le problème est ensuite décrit sous tous ces aspects et dans toutes ces dimensions pour montrer son importance, son ampleur et ses effets sur la communauté concernée.
Donc, on fait une vraie description du problème, une vraie démonstration du problème dans son entièreté pour vraiment montrer que nécessairement, il faut trouver une solution à ce problème-là. Professeur, le problème en se basant sur les études préalables, ça veut dire ceux qui ont fait des études, les thèses, les anciennes thèses. Oui? Oui, professeur, Oui. bonsoir. Bonsoir. Oui. Alors, moi, j'aimerais poser une petite question. Oui. Par rapport à une petite question. OK. Donc, est-ce qu'il est possible qu'on retrouve des chiffres, ça veut dire des résultats d'autres études au niveau du problème, de la problématique? Oui, bien sûr. C'est dans la démonstration, tout ce qui est nécessaire dans la démonstration pour montrer l'ampleur du problème. Oui. On peut les énoncer sans problème. OK. Voilà. Il s'agit vraiment de montrer l'ampleur du problème, de surtout montrer la pertinence de votre démarche. Oui. Donc, s'il y a des chiffres qui peuvent étayer cela, oui. Par exemple, parlant du cas du palu, s'il y a un nombre élevé de décès suite au palu, un nombre très élevé de décès suite au palu, pourquoi ne pas l'annoncer pour montrer que réellement le palu constitue un problème? Okay. Donc, bien sûr, si ce sont des chiffres avérés, c'est des chiffres, comme vous l'avez dit, qui viennent d'autres recherches, mais en ce moment, il faut prendre le soin de donner la source. Okay. Voilà, il faut prendre le soin de donner la source, surtout quand il s'agit des chiffres. Si ce n'est pas vous qui les avez obtenus à partir de vos propres recherches, si ça vient d'une recherche antérieure, il faut donc donner la source. D'accord. Oui. Merci, professeur. OK. Merci. Donc, c'est vraiment cela. Il faut montrer la pertinence de votre sujet en démontrant que ce thème est vraiment un problème. Donc, le problème est ensuite décrit sous cela. Enfin, il faut indiquer à partir de la littérature les lacunes existantes, persistantes que votre recherche compte combler pour contribuer à l'avancement de la connaissance. Je disais, ça aussi je l'ai déjà dit, je dis que la recherche doit toujours apporter quelque chose. Si vous faites votre recherche et que ça n'apporte rien, ça veut dire que vous êtes fatigué pour rien. Donc, votre recherche doit soit apporter quelque chose au savoir universel, soit apporter quelque chose à la pratique du métier. Voilà. Ensuite, on voit donc bien que le développement problématique consiste, après avoir décrit le contexte qui l'a favorisé, à fournir les éléments pour justifier la recherche en définissant le problème auquel on s'attaque, en disant où et en quoi consiste le problème. La problématique consiste donc en un développement argumenté de l'objet de la recherche à la mettre en débat, à mettre, qui a montré qu'il s'agit d'un problème majeur qu'il est nécessaire de décrire, de comprendre, d'expliquer, d'analyser et de résoudre. Dans la problématique, le sujet doit être bien cerné, doit faire débat, doit intégrer, doit susciter des questions. La bonne conduite de la problématique, c'est-à-dire la bonne maîtrise du problème objet de la recherche, permet de poser les bonnes questions de recherche. Donc, il faut vraiment cerner votre sujet, comprendre réellement votre sujet, et cela va vous faciliter dans votre recherche. Parce que lorsque vous n'avez pas
les bonnes questions, vous ne posez pas les bonnes questions, il va sans dire que vous n'allez pas avoir de bonnes réponses. Donc, il faut savoir poser les bonnes questions et cela dépend de votre recherche préalable sur le sujet. Il n'y a donc pas de bonne recherche sans une bonne problématique. Cela, c'est beau, il me disait. Une problématique peut difficilement se concevoir, s'écrire du premier coup. Il y aura du va-et-vient, ça c'est le conseil quant à la rédaction même. Lorsque vous êtes en train de rédiger, donc, il dit que ce n'est pas d'un seul coup que vous pouvez construire cela. C'est-à-dire que lorsque vous faites une première rédaction, vous faites un premier document, vous le lisez et ensuite vous le laissez un moment, vous venez reprendre et relire encore. Il va se sentir que dans ce laps de temps, vous avez eu d'autres, peut-être informations, d'autres analyses qui vont vous permettre soit de renforcer votre document, le contenu de votre document, ou bien d'enlever certaines choses que vous jugez non pertinentes, ainsi de suite. Donc, ça, c'est dans la technique de la rédaction. Lorsqu'on fait un document, il ne faut jamais se limiter à la première lecture. Jamais se limiter à la première lecture. Et le plus souvent, on conseille même aux gens de ne jamais soi-même écrire son document et se contenter de cela. Il faut toujours le donner à quelqu'un, à un lecteur. Toujours, il vous trouvera des choses, surtout des coquilles. Il va toujours vous trouver des phrases mal formulées, des ponctuations mal chosées. Donc, il va vous permettre d'améliorer la qualité de votre document. Parce que le plus souvent, lorsque c'est vous-même qui avez rédigé le document, en le lisant, vous ne lisez plus avec les yeux. Vous lisez avec votre esprit. Parce que ça vient de votre tête. Donc, vous lisez désormais avec votre esprit. Il vous suffit de lire le sous-titre. Vous savez déjà tout ce qui se trouve dans cette partie-là. Donc, en le lisant, vous le lisez de façon mécanique. De façon mécanique, les yeux ne voient pas toujours ce que vous êtes en train de peut-être même prononcer. Ce que c'est vous qui l'avez. Donc, on conseille le plus souvent de remettre à quelqu'un d'autre qui va faire la lecture pour vous. J'ai une petite question. Pourquoi il n'y a pas de petite question là? En fait, le point construction de la problématique. Normalement, ça doit être dans quel paragraphe du protocole de recherche? Le protocole. Tu veux aborder ce point-là. Ce point doit être abordé dans quelle partie du protocole de recherche? Nous n'avons pas noté les différentes rubriques du protocole de recherche. On ne les a pas notées. On aurait dû le faire. Donc, la construction de la problématique vient directement après l'introduction. Ça vient directement après, c'est vraiment une rubrique à part. Ce n'est pas inclus dans autre chose. Vous avez l'introduction, vous avez la construction et la problématique. La problématique. Mais en réalité, c'est dans la problématique que vous avez le contexte et la justification. Voilà. Voilà, c'est le contexte et la justification qui sont inclus dans la construction de la problématique. Voilà. Donc, le document a deux parties essentielles. Nous avons la construction de la problématique et la méthodologie. La méthodologie. Le protocole de recherche. C'est deux parties essentielles. Mais dans ces deux parties-là, dans la problématique, vous avez le contexte, la justification, la question de recherche et les objets
l'objet de recherche, et ainsi que les hypothèses de recherche. Tout ça, c'est dans la problématique. Maintenant, dans la méthodologie, vous avez tout ce qui concerne les outils de recherche, la procédure ou le processus, le timing, les moyens, ainsi de suite. Vous avez tout ça là dans la méthodologie. C'est-à-dire, c'est dans le mécanisme pratique que vous allez mettre en œuvre pour faire votre recherche. Si la recherche doit s'étendre sur 5 ans, comment est-ce que vous allez vous organiser pendant ces 5 années-là pour faire la recherche? Hein? L'an 1, l'an 2, l'an 3, ainsi de suite. Quels moyens pour la recherche de l'an 1, quels moyens pour la recherche de l'an 2, ainsi de suite. Et vous allez faire, si c'est par enquête que vous allez faire la recherche, vous faites, hein, vous décrivez cela. Si vous allez aussi faire des recherches en labo, vous décrivez, hein, comment est-ce que vous allez procéder. Hein, c'est ça la méthodologie de recherche. Vous avez, oui? Parce que dans le même sens que on pourrait avoir un canevas de recherche. Oui. L'agencement, c'est la raison pour laquelle j'ai posé. Oui, la raison pour laquelle j'ai posé la question. Est-ce que je n'avais pas déjà donné ça? Je vais vous donner. Je vais vous le donner. S'il vous plaît, les camarades qui viennent d'intervenir, on n'a pas trop écouté sa question. Il disait que oui. Si toutefois, c'est une suggestion qu'il a fait. Oui. Il demande si toutefois je peux vous donner un canevas de protocole de recherche, quoi. Ok. L'ensemble des rubriques qui constituent le protocole, le document protocole. Ok. Voilà. Merci. Donc, voilà, c'est une erreur de ma part. J'aurais dû donner ça avant. D'accord. Cela ne tienne, on va donner ça après. La séance prochaine, je vais donner ça. Donc, la problématique, la construction de la problématique finit par les questions de recherche. On dit que dans la problématique, le sujet doit être cerné, ainsi de suite. Une problématique, il y aura des va-et-vient, des moments d'hésitation dans l'orientation définitive à prendre au fil des lectures. Une problématique se mûrit, donc progressivement. Donc, c'est progressivement que vous allez le faire. Vous allez faire un premier document aujourd'hui. Une semaine après, vous allez revenir lire. Vous allez voir qu'il y a certaines choses qui sont là-dedans qui ne sont pas trop pertinentes, donc il faut les enlever, les remplacer par autre chose, ainsi de suite. Donc, à la fin de la problématique, vous avez les questions de recherche. Les questions de recherche sont de deux sortes. Vous avez la question principale et les questions spécifiques. On a une question qu'on appelle question principale et nous avons ensuite des questions qui sont dites spécifiques. Donc, j'avais déjà dit que la question principale, c'est une reformulation du thème de recherche, cette fois-ci sous la forme interrogative. Sous la forme interrogative. Maintenant, pour pouvoir répondre à cette question principale, on a besoin de le détailler. On a besoin de le détailler parce que dans un sujet, le plus souvent, vous avez les mots-clés. Les mots-clés. Donc, on formule des questions spécifiques autour de ces mots-clés-là. Qui vont donc nous permettre, en répondant à chaque question spécifique, vous allez voir que vous allez finalement répondre à la question principale. Et cette question principale qui est même l'objet du
de la recherche. Donc, vous allez donc trouver la solution à votre problème. Donc, on dit que tout problème réel suscite automatiquement des questionnements. C'est d'ailleurs pourquoi le problème est parfois défini comme un ensemble d'interrogations, de questionnements, selon la Larousse. On l'aura compris, ce n'est pas le chercheur qui invente les questions de recherche comme cela se voit le plus souvent. Donc, ce n'est pas le chercheur qui invente les questions. Les questions viennent d'elles-mêmes, dans la construction même de votre problématique, dans la construction même de votre thème, comme je l'ai dit, à travers les mots-clés, on voit que réellement il y a à ce niveau, on doit se poser des questions. Donc, les questions viennent d'elles-mêmes. Les questions de recherche, comme cela se voit, ainsi de suite, les questions sont plutôt suscitées par le problème, objet de la recherche. Pour que les questions de recherche soient pertinentes, c'est-à-dire pour qu'elles collent à l'objet même de la recherche, celui-ci doit donc être bien posé. Donc, l'objet de la recherche doit donc être bien posé d'abord pour que réellement on puisse avoir des questions pertinentes à poser. Ces contours bien cernés, maîtrisés. Les questions de recherche constituent le fil conducteur de toute recherche. La recherche peut, en effet, se définir comme une ou des questions qui se cherchent des réponses. Donc, la recherche, c'est aussi des questions qui ont besoin de réponses, qui sont la recherche de réponses. Sans question, il n'y a pas de recherche, car cela voudra dire qu'il n'y a pas de problème. La question centrale est la principale question suscitée par le problème, l'objet de la recherche. Elle intègre presque toujours les mots-clés du titre. L'énoncé ou libellé du sujet de la recherche. La question principale est, pour l'essentiel, dans l'énoncé du sujet. C'est elle qui permet de garder le cap dans les moments d'égarement ou de tiraillement. C'est-à-dire que vous avez la question principale. Au fil de votre recherche, il peut vous arriver de sortir un peu de votre sujet. À travers certaines questions subsidiaires que vous allez poser, vous arrivez. Mais si vous revenez à la question principale, vous allez vous dire que est-ce que la question secondaire là que moi j'ai posée ou la question spécifique que j'ai posée là, est-ce qu'elle colle avec ma question principale? Si elle ne colle pas avec votre question principale, il faut l'enlever et suivre. Donc c'est votre baromètre en quelque sorte. C'est votre baromètre, c'est lui qui vous guide dans votre recherche. C'est elle qui permet de garder le cap. De construire un ensemble cohérent et rigoureux de questionnement. Donc, la question centrale doit donc être précise, pertinente et concise. L'exemple. Donc, pour revenir à notre question ou à notre thème sur le vaccin contre le palu. Si nous devrions nous poser une question, puisque malheureusement on n'a pas fait une construction, si on pouvait construire un thème à partir de là. Donnez-moi un exemple de thème à partir de la nécessité d'avoir un vaccin contre le palu. Peut-être on peut dire que... Allô? Oui? Oui? Oui, moi je proposerais l'impact du vaccin palu sur l'impact
l'impact du vaccin du paludisme sur la réduction de la mortalité des enfants de moins de 5 ans. L'impact du vaccin du paludisme. Puisque nous n'avons pas de vaccin contre le palu, est-ce qu'on peut mesurer l'impact? Ou bien la découverte du vaccin. Voilà. Contre le palu. Contre le palu. Oui, pour la réduction de la mortalité des enfants de moins de 5 ans. Infantile. Oui. Peut-être. En ce moment, on peut peut-être dire l'urgence d'un vaccin contre le palu pour réduire la mortalité infantile. Donc, on va se mettre dans une position où nous constatons qu'aujourd'hui, il est vraiment urgent de trouver un vaccin contre le palu afin de réduire la mortalité des enfants ou la mortalité même dans les pays pauvres. Maintenant, si nous avons un thème pareil et qu'on nous demande de trouver la question principale, étant donné qu'à partir de cette lecture-là que nous venons juste de faire, étant donné que nous avons déjà dit que la question principale est formulée à partir du thème et à partir des mots-clés du thème. Donc, quelle question nous pouvons formuler à partir d'ici? On a bien dit l'urgence d'un vaccin contre le palu. Tout le reste là, c'est pour la décoration. Et surtout l'urgence. Ouais. Surtout l'urgence. Oui. Oui. Bonsoir, ça va? Ça va. Bonsoir, oui. Oui, lui, il est avec quelqu'un. Donc, question principale. On peut dire pourquoi il est urgent de nos jours pour trouver un vaccin contre le palu. Quelle est la année urgente de découvrir un vaccin de nos jours, alors que nous avons toujours ou de tout le temps vécu avec le palu? Pourquoi il y a cette nécessité urgente aujourd'hui? Donc, à partir de là, on se fixe dans notre raisonnement que nous devons démontrer qu'il est urgent de découvrir un vaccin contre le palu. Oui. Donc, pourquoi cette urgence aujourd'hui? Question principale. Donc, à côté de la question principale, on va donc formuler des questions spécifiques. Et ces questions spécifiques, dit que ces questions spécifiques-là doivent nous permettre de détailler notre question principale ou notre thème qui va donc nous permettre de répondre successivement à ces questions. Par exemple, nous avons un cas pratique ici, un cas ici qui est sur les microfinances. Ici, le thème c'est le système de microfinance et la lutte contre la pauvreté. Voici le thème ici. C'est la lutte contre la pauvreté au Mali. On demande de trouver la question principale. On a trouvé comme question principale, après, au Mali, ça c'est la construction de la problématique. Maintenant, oui? Oui? Ok.
Donc, on a dit que, ici, dans la construction de la problématique, on dit le problème ou la problématique au Mali, les bénéficiaires des microcrédits s'appauvrissent. Au lieu de s'enrichir, ça s'appauvrissent. Alors qu'ici, on parle du système de microcrédit. Le sujet est un peu large ici, c'est un peu large, le système de microcrédit, parce qu'en ce moment, ça nous renvoie à décrire tous les systèmes de microcrédit. Donc, c'est un sujet qui est un peu large. Maintenant, il faut pouvoir canaliser votre sujet, lui donner une orientation. Lui donner une orientation qui va vous permettre, parce que les gens, c'est ce que vraiment les gens font, ils choisissent des sujets larges et à partir de la problématique et des questions de recherche, ils se donnent leur orientation. Parce que si tu es trop précis depuis le choix, tu risques de te confronter au problème de l'étroitesse du sujet qui va donc vous empêcher de poser suffisamment de questions. Donc ici, on dit que le problème est que au Mali, ils s'appauvrissent au lieu de s'enrichir. Maintenant, comme question principale, on a trouvé que quel est l'impact des microcrédits dans la lutte contre la pauvreté? On a dit que c'est le système de microcrédit et la lutte contre la pauvreté. Donc, comme question, on a quel est l'impact du système de microcrédit dans la lutte contre la pauvreté? Ça, c'est la question principale. Ou bien, on a donné un autre, comment améliorer l'impact des microcrédits dans la lutte contre la pauvreté. Donc, si l'une ou l'autre question principale, si vous le traitez et vous choisissez, c'est la raison pour laquelle je disais que le sujet est un peu large, ça vous permet de trouver plusieurs orientations à votre sujet. Donc ici, si tu te poses comme question l'impact, tu es obligé de mesurer l'impact. Tu mesures l'impact. Maintenant, ici, lorsque vous allez dire comment améliorer l'impact, cela voudrait dire que vous avez déjà une certaine connaissance de l'impact. Donc, il s'agit de proposer des solutions pour améliorer l'impact. Donc, en ce moment, vous n'allez plus traiter l'impact. Vous n'allez plus traiter l'impact parce que vous avez déjà une idée sur l'impact. Donc, l'impact là, c'est que l'impact est négatif parce que vous dites déjà améliorer. Donc, c'est que l'impact est négatif. Maintenant, vous allez vous donner des arguments à partir d'exemples venant peut-être d'ailleurs, comment ceci on fait pour que l'impact soit, au lieu que les gens s'appauvrissent, les gens se sont enrichis ou ont eu des revenus substantiels, ainsi de suite. Donc, vous devez faire cette démonstration à partir de... Est-ce qu'on se suit? Donc, j'avais dit que sur le thème urgence d'un vaccin contre le palu, on pouvait peut-être donner comme question principale, pourquoi l'urgence? Pourquoi l'urgence? Bon, si il se trouve que nous avons dit l'urgence dans les pays pauvres, on peut aussi dire pourquoi spécifiquement les pays pauvres. Est-ce que le palu, ce n'est pas un phénomène universel ou bien c'est un phénomène qui est spécifique aux pays pauvres? Pourquoi la nécessité de trouver un vaccin pour les pays pauvres? Pourquoi l'urgence d'un vaccin contre le palu? Est-ce qu'on se suit? Oui. Comme question principale. Oui.
Donc, le problème peut être maintenant la mortalité et le paludisme dans les pays. Voilà. Donc là, le problème, c'est cette démonstration que vous allez faire. Il faut pas constituer un problème parce que ça engendre beaucoup de morts. Donc, faites cette démonstration dans la problématique. On se suit jusqu'à ce niveau? Oui. OK. Donc, toujours à partir de notre exemple sur le document, question spécifique, on dit qu'est-ce que le système de microfinance? Donc, cette question spécifique va vous permettre de faire des recherches sur ce qui est même les microcrédits. Ensuite, quelle est l'origine? L'historique. Cette fois-ci, vous allez parler de l'historique des microcrédits. Quelles sont les conditions d'octroi? Donc, vous allez vous intéresser au mécanisme d'obtention du crédit. Faites une recherche. Donc, chaque question doit vous guider à faire une recherche spécifique sur un élément de votre thème. Ensuite, quelles sont les activités financées? Est-ce que le microcrédit finance toutes les activités? S'il y a des activités spécifiques qui financent, ou s'il y a des couches spécifiques qui financent, donc vous allez aussi faire ces recherches-là pour en faire la démonstration. Quelles sont les activités financées? Quelles sont les caractéristiques des populations? Comme je dis, les différentes couches. Donc, vous allez faire ces recherches-là. Pourquoi ceux qui obtiennent ces crédits s'appauvrissent? Donc, vous allez aussi faire des recherches à ce niveau. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais, ce que je tiens à vous dire, c'est que dans le document protocole de recherche, les questions spécifiques, le plus souvent, on ne dépasse pas trois questions spécifiques. Dans le document, le plus souvent, on ne dépasse pas 3 questions spécifiques. Donc, vous posez la question principale et ensuite, vous portez 3 questions spécifiques. Parce que le protocole est un pré-travail. C'est un travail en amont. Ce n'est pas le travail même. C'est un travail en amont, avant de commencer votre travail même. Le protocole de recherche, c'est un document que vous élaborez et que vous soumettez à un directeur de mémoire ou à un encadré pour les thèses. Il lit, ou bien à une commission de lecture pour pouvoir valider les projets de recherche. Donc, ce document, vous l'élaborez, vous le présentez à votre encadré ou à la commission qui en fait lecture. Lorsque votre document les convainc, c'est en ce moment qu'on vous autorise à faire la recherche. On vous autorise à vous inscrire pour faire la recherche. Maintenant, la méthodologie que vous avez, on va arriver à la méthodologie que vous avez notée en bas, c'est cette méthodologie-là que vous allez mettre en œuvre dans votre recherche proprement dite. C'est dans cette méthodologie, au cours de votre recherche proprement dite, que vous allez élaborer beaucoup de questions. Autant de questions que vous allez avoir besoin
d'élaborer, ou autant de questions qui taraudent dans votre tête et que vous avez envie de trouver la réponse. Donc, vous allez poser le maximum de questions parce que ce sont ces questions-là qui vont être soit administrées pour des enquêtes, ou bien ce sont ces questions-là que vous allez utiliser dans votre laboratoire pour faire vos analyses. Donc, ce sont ces questions-là, beaucoup de questions que vous allez élaborer et ces questions-là vont être l'objet même de votre travail. Mais ça, c'est vraiment un travail préalable qu'on fait pour montrer que nous savons ce que nous voulons. Oui. Quelle est l'importance des questions et des questions dites spécifiques? Voilà. Parce qu'il y a des questions, on dit que les questions spécifiques doivent répondre à la question principale. Mais les questions sont en rapport avec. Ces questions spécifiques également. Oui. Ces questions-là que vous allez élaborer ont aussi des rapports avec les questions spécifiques. Par exemple, ici. Oui. Hein? Vous voulez parler? Par exemple, ici, quand on dit qu'est-ce que le système microcrédit? Si je vais aller faire des recherches sur le système microcrédit, je dis ça, une question spécifique. Je peux, à partir d'ici, faire au moins deux, trois questions encore, 2-3 questions subsidiaires. Qu'est-ce que le système microcrédit? Donc, ici, on a besoin de trouver la définition d'abord du système du microcrédit. Le microcrédit, définition. Mais aussi, même la troisième question spécifique là, peut aussi répondre à la première question spécifique. Elle entre dans le cadre de la première question spécifique. Comment? Et quand on dit quelles sont les conditions d'octroi. Oui. Pour moi, ça peut être une question subsidiaire de la première question spécifique. De la première question spécifique. Ok, ça dépend. Pour moi, ça rentre dans le système. Les conditions d'octroi. Mais ici, est-ce que ça ne renvoie pas précisément à la définition de façon générale? Qu'est-ce que le système microcrédit? Le système microcrédit est un système mis en place pour aider ceux qui n'ont pas accès aux banques, à la finance, comme on appelle ça, la finance officielle ou bien la finance quoi là. Ceux qui n'ont pas accès à ces finances-là. Donc, c'est un système qui a été mis en place pour venir en aide à ces gens. Les gens qui n'ont pas de compte bancaire, les gens qui n'ont les gens qui n'ont pas de compte bancaire, ainsi de suite, qui n'ont pas les moyens d'aller ouvrir un compte dans une banque. Donc, le système microcrédit est venu pour vraiment suppléer à ce vide-là, parce qu'il y avait un vide à ce niveau. Donc, il s'agit de façon générale de faire une définition générale et voilà, permet de connaître le système. Voilà. Donc, à partir des questions spécifiques aussi, lorsque vous allez rentrer dans la recherche proprement dite, vous allez élaborer le maximum de questions qui vont vous permettre de vous édifier davantage dans votre recherche. Donc, je disais qu'on avait élaboré la question spécifique à notre thème sur le palu. On avait dit que pourquoi l'urgence? Maintenant, voilà, pourquoi l'urgence de découvrir un vaccin pour le palu en cette période?
Questions spécifiques. Essayons de trouver 3 questions spécifiques. Ok. Une question. Oui. On peut... Question principale. Ah, ça, c'est la question principale. Oui. Oui. Maintenant, nous avons besoin de questions spécifiques. À partir de cette question principale. Alors. Donc, on peut dire... à quoi? Oui. Bon, peut-être c'est une question bête, hein? Va servir ce vaccin? Ou bien l'utilisation? Quelle va en être l'utilisation? J'ai une autre question. Oui. Question spécifique, quoi. Oui. Donc, oui. C'est-à-dire, ce vaccin pourra-t-il couvrir tous les autres souches, toutes les souches de parasitaires? Bon, une question bête comme ça aussi. Vous dites, si ce vaccin pourra couvrir les souches de Plasmodium. Peut-il couvrir? Ce vaccin peut-il couvrir toutes les souches, toutes les souches de Plasmodium? Donc, puisqu'on n'a pas parlé d'un vaccin spécifique, le but, okay. le but c'est d'avoir un vaccin contre le palu. Contre le palu. Oui. Puisque chez nous ici, nous pensons même que c'est même une urgence. Oui. Donc, attendez, je vais noter. Ce vaccin pourra-t-il couvrir le Plasmodium? Pourra-t-il couvrir, hein? Oui. Les types de Plasmodium. Voilà, parce que... Donc, le vaccin que nous voulons, nous souhaitons que ce vaccin-là arrive à couvrir tous les types de Plasmodium. On dit, bon. Oui. Pourquoi l'urgence de trouver un vaccin contre le palu? Quels sont les... On peut dire quelles sont les recherches déjà accomplies à ce sujet.
Je sais pas, hein, je pose comme ça. Oui. Les recherches déjà accomplies à ce sujet, ouais, ça va nous amener à faire un peu d'historique. Mais Oui. dans la revue Oui. littéraire, Oui. bon, nous allons quand même être obligés de parler de ça. Ah. Ok, là, c'est pas trop nécessaire. Oui, oui. Là, c'est dans la revue littéraire. Quoi. Oui, oui. Oui, oui. Vous disiez que? Je dis que l'objectif principal formulé, oui. On peut trouver trois questions. Mm-hmm. Et donc, leur réponse permettra de mesurer, c'est-à-dire le mot qui est le principal. Oui. Et ici, l'urgence. L'urgence, oui. Je crois que trois questions pour vraiment donner des réponses permettra de mesurer l'urgence. C'est ça. Et dans ce sens, on peut dire qu'ils sont les plus importantes supposées par le paludisme. La localité auquel on intervient. Oui. Et face à ces difficultés, deuxième question, on peut dire. Donc, quels sont les problèmes que le palud Voilà, surtout le palud pose? Oui, le problème majeur. C'est quelque chose qui montre la gravité, qui montre que ces problèmes ne sont pas des mêmes types. Oui. Ils ne sont pas ordinaires, tout simplement. Et ensuite, deuxième question, c'est qu'est-ce que le vaccin va apporter? L'apport du vaccin face à ces problèmes. Troisième question. Oui, attendez un peu, hein, oui. Troisième question. Quelles sont les conséquences, c'est-à-dire de l'absence d'un vaccin? Qu'est-ce que l'absence d'un vaccin pourra engendrer? Oui, l'absence du vaccin Voilà, est en train pourra apporter quelle aggravation de la situation, quelque chose de ce genre-là. Ça nous permettra de relire le tout avec le vaccin et mettre un peu l'accent sur le caractère de l'urgence. Oui. Mais aussi, moi, il y a une question qui est. C'est capital là où va de l'apport du vaccin. S'il vous plaît, il y a quelqu'un qui est. Oui? C'est-à-dire, c'est on va les prioriser comme ils sont. Oui. Une question par rapport à l'impact quand même du vaccin. Quel impact ce vaccin aura sur la morbidité palud. Voilà. Donc, l'impact du vaccin sur la morbidité. Oui. Voilà. Impact sur la morbidité. Lié au palud. Lié au palud. Oui. Oui, vous disiez? Non, je voulais réagir à ça. Cette question-là, je disais l'apport du vaccin. Bon, ça rejoint un peu cette question d'impact. Oui. En quoi va servir ce vaccin? Va servir d'abord. Oui. C'est-à-dire que la première question que vous avez posée, c'était. Je dis que l'objectif principal. Oui. Autour de l'urgence. Oui. Et donc, si nous devons, en tout cas, à mon sens, tel que c'est construit, c'est plutôt une étude qualitative. Je cherche pas forcément une étude quantitative. De faire sortir des données quantitatives. Parce que ce sont des questionnaires de données qualitatives. Donc, l'idée, c'est de formuler des objectifs spécifiques dont les réponses permettront de mesurer
l'urgence, voilà, donc, du vaccin contre le palu. Et pour le sortir un peu de l'urgence, vous avez proposé, c'est juste une proposition. Oui. De 3 questions. Oui. D'abord, de déterminer les problèmes majeurs actuels qui sont liés à la présence du palu. Et ensuite, de poser une question dans le sens, de façon plus générale, surtout. C'est un cas isolé, c'est un cas, mais il y a aussi les neuropaludisme, par exemple, il y a d'autres aspects qui sont très importants. Le problème majeur que le temps peut poser. C'est-à-dire que. Quels sont l'apports d'un vaccin, voilà, donc face. Mais qu'est-ce que l'apport du vaccin face au problème issue, quelque chose comme ça. Voilà, troisième question, il intervenait un peu pour améliorer comme c'est une production. Oui, vous avez bien dit, vous avez bien fait de dire les problèmes majeurs actuels. Parce que si vous étiez limité à dire les problèmes majeurs que pose le palu, je dis que vous allez retrouver ça dans la justification, la contextualisation. Vous allez retrouver ça là-bas. Maintenant, en disant problème majeur actuel, ça veut dire que peut-être que le palu a pris une certaine tournure qu'il n'avait pas avant. Donc, il y a eu une certaine récurrence dans le palu. Ces 2 dernières années, mais ces 3 dernières années qui font que réellement, si ce rythme, on continue avec ce rythme, ça risque d'être une catastrophe. Donc, ce moment, problème majeur actuel peut effectivement intervenir pour nous amener à faire notre recherche. Mais dans la justification déjà, on est obligé, dans la construction de notre problématique, on est obligé de montrer que le palu est un problème. Ouais, on est obligé de montrer que le palu est un problème. Et dans votre document, effectivement, toute cette partie, construction de la problématique, vont se retrouver dans votre document, dans l'introduction de votre document que vous allez produire. Cette partie-là va être inclue là-dedans. C'est-à-dire qu'une partie de votre projet va être dans votre document final. La problématique, ainsi de suite, les hypothèses, tout ça là, vous êtes obligé de les ramener dans votre document. Voilà, il y a une partie qui voit ça un peu. Parce que là, lorsqu'on dit que ce vaccin pourra couvrir tous les places mondiales, bon. Parce que dans la recherche, dans la question ici, normalement, on doit avoir des questions où on peut avoir des réponses plus facilement. Mais quand on voit, vraiment, ça demande beaucoup de recherche, parce que là, ça va parler de la solution, quelles sont les tout là. Est-ce que notre recherche, ça ne va pas nous poser énormément de problèmes? Voilà. Raison pour laquelle on dit que votre fil conducteur va être la question principale. C'est-à-dire que lorsque vous allez sentir que vous êtes en train de dévier ou bien vous êtes en train d'aller un peu, un peu de travers, vous regardez votre question principale et vous essayez de vous centrer sur ça, sur la question principale. Oui? D'accord. C'est-à-dire par rapport à la proposition du camarade,
je voulais formuler une question. Quelles conséquences aurait-il un retard de production de vaccins? Quelles conséquences? Oui. Bon, on peut dire conséquences sanitaires liées à la production du sur vaccin. Les retards, voilà, liées au retard de la production liées au retard de la production du vaccin. Oui. Du vaccin. Bien. Voilà. Vraiment, l'objectif, c'est que les gens, chacun essaie de réfléchir à comment élaborer. Nous n'allons pas résoudre ce problème-là aujourd'hui. Hein? C'est sûr. Voilà. Donc, l'objectif, c'est vraiment que chacun se fasse une idée sur comment on peut élaborer la question principale et ensuite les questions spécifiques. Est-ce qu'on se comprend? Voilà. Oui. Autre chose, il faut toujours retenir question principale et question spécifique. Parce qu'il y en a, la dernière fois, j'ai vu dans certains documents, question principale, puisqu'il y a principal, il y en a qui pensent que les questions qui doivent sont des questions secondaires. Ce ne sont pas des questions secondaires. Hein? Ce ne sont pas des questions secondaires. S'il n'y a pas de questions secondaires, c'est-à-dire que secondaire dans le sens que ces questions-là sont moins importantes. Alors que ce sont des questions qui sont aussi importantes que la question principale. Disons la même valeur. Parce que ce sont les questions les questions spécifiques là qui vont vous permettre de détailler davantage, de décortiquer votre question principale. Donc, ce sont des questions qui sont très utiles, qui ne sont pas secondaires. Voilà. C'est vraiment cela, je tenais à dire cela. Donc, lorsque vous avez fini avec les questions, vous en arrivez à l'objectif de votre ou les objectifs de votre recherche. Les objectifs de recherche sont liés aux questions également. Donc, un lien étroit. Et comme nous l'avons dit avec la question principale et le thème, nous avons dit que la question principale est une reformulation du thème. Le thème est sous la forme affirmative et la question, on reformule sous forme de question. Maintenant, cette question principale, nous devons aussi la reformuler en objectif. On la reformule en objectif. La question principale, un objectif général. Et les questions spécifiques aussi sont reformulées en objectif spécifique. Est-ce qu'on se suit? Par exemple, ici, si nous disons pourquoi l'urgence de trouver un vaccin contre le question principale. Pour le reformuler en objectif général, nous allons donc on dit de le reformuler sous forme d'objectif. Toujours avec notre exemple. Oui. Des microcrètes, oui. Non. Ici, on dit que l'objectif général est le but que le chercheur veut atteindre à l'issue de sa recherche. Le plus souvent, l'objectif général
est une contribution à la science, surtout au développement communautaire. Il se construit le plus souvent en reprenant sous la forme active. La question, oui? Ok, on peut dire que l'objectif général. Oui. C'est-à-dire que nous avons notre question. Oui. Nous avons notre question principale. Oui. Qui est pourquoi l'urgence d'un vaccin contre le palu. Ça, c'est la question. Oui. Maintenant, on dit de reformuler ça, cette phrase-là, en phrase d'action pour en faire notre objectif à atteindre. Oui. Protéger le maximum de la population contre le palu. Une proposition. Protéger le maximum de la population contre le palu. J'ai dérapé. Donc, vous avez déjà donné la solution, quoi. Ah bon? Ça, c'est la solution. Ah bon? Ça, c'est la solution à laquelle nous voulons aboutir. Ok. Mais l'objectif que nous voulons atteindre, oui, c'est de... que nous voulons atteindre avec notre étude. Oui. Oui. Ça, c'est de trouver un vaccin. Okay. Lorsque nous allons trouver le vaccin maintenant, oui. L'effet ou l'impact du vaccin va être de protéger le maximum des populations. Oui. Mais ça, ce n'est pas encore notre objectif. Okay. Peut-être ça peut sous-entendre. Oui, oui. Mais notre objectif pour le moment, c'est de trouver le vaccin. Donc, cette question-là que nous avons devant nous, on demande seulement de la reformuler. Oui. Moi, je proposerais produire un vaccin contre le paludisme d'ici fin 2021. Voilà. Est-ce que vous avez entendu? Non. Il y a un collègue qui propose produire un vaccin contre le palu d'ici fin 2021. Est-ce qu'on se comprend? Oui. C'est-à-dire qu'il s'agit juste, c'est pas compliqué. Hein? C'est un bon objectif. Ne vous compliquez pas la tâche. Oui. Hein? On prend cette phrase-là juste. On met un verbe d'action là-dedans. Oui. Et on la construit comme phrase affirmative. Une phrase déclarative. Nous avons une interrogation. Il s'agit juste de mettre un verbe d'action là-dedans. Ok. Donc, il a dit produire. Hein? Produire, ça sous-entend de l'action. Tu travailles à produire le vaccin. Est-ce qu'on se comprend? Oui. Voilà. Donc, il ne s'agit pas d'aller chercher une autre chose ailleurs, mais il faut se contenter des premières phrases que vous avez déjà formulées. Vous les avez formulées sous la forme interrogative, vous les ramenez en phrase d'action et que vous allez en faire des objectifs.
Donc ici, notre objectif, c'est de produire un vaccin ou bien trouver un vaccin, chercher un vaccin. Est-ce qu'on se comprend? Oui. Voilà. Un objectif spécifique. À quoi va servir le vaccin? Ou quelle va en être l'utilité? Ou ce vaccin pourra couvrir tous les types de plasmodium. Quel impact sur la mortalité liée? Le vaccin aura quel impact sur la mortalité liée au palu? Ou quels sont les problèmes actuels que le palu pose? Si on nous demande de les formuler en objectif, par exemple ici, à quoi va servir le vaccin? On dit de trouver un verbe d'action et reformuler la phrase interrogative en phrase déclarative. On peut dire pour ce point-là, on peut dire prouver l'efficacité du vaccin qui sera produit. Ouais, prouver l'efficacité du vaccin qui sera produit. Ouais, c'est ce travail-là que vous allez faire effectivement. Le travail de recherche va être imposé de prouver que le vaccin répond réellement aux attentes. Donc, si nous nous basons sur l'exemple que nous avions, toujours, exemple, donc on avait dit que ici, le but recherché, objectif général, ainsi de suite. L'objectif général construit souvent en reprenant sous la forme active la question principale. Les objectifs spécifiques ou objectifs opérationnels concourent à l'atteinte de l'objectif général. Les objectifs spécifiques ne sont autres que les actions que le chercheur compte entreprendre pour trouver les réponses à ces questions de recherche. Les objectifs ne sont donc que les questions spécifiques de recherche reprises sous forme active. Ils se construisent avec des verbes actifs: étudier, analyser, identifier, comprendre. Comprendre n'est pas un verbe d'action. Comprendre n'est pas un verbe d'action. Déterminer, expliquer, mesurer, ainsi de suite. Par exemple, peut-on dire à un médecin de se limiter à 4 ou 5 questions de comprendre une maladie au patient? Donc, l'exemple précédent. Dans l'exemple précédent, les objectifs pourraient être les suivants. Objectifs. Donc, étudier ou bien améliorer l'impact des microcrédits. On avait parlé de l'impact des microcrédits. Quel est l'impact des microcrédits dans la lutte contre la pauvreté? Donc, objectif général, c'est d'étudier l'impact des microcrédits dans la lutte contre
la pauvreté. Donc, on a pris directement la question, on a mis juste étudier devant. Ici, on dit définir le microcrédit. Hein? Comme on l'avait vu, qu'est-ce que c'est que les microcrédits? Ici, l'origine, on avait parlé de l'origine. Faire l'historique des microcrédits. Hein? On a dit les conditions d'octroi. Analyser les conditions d'octroi. Ensuite, on avait parlé aussi des activités financières. Oui. Identifier les activités financières. Analyser les caractéristiques des populations bénéficiaires. On avait parlé aussi des populations, qui doivent bénéficier. Analyser les caractéristiques des populations bénéficiaires. Donc, vraiment, ici, c'est vraiment pas compliqué. Une fois que vous êtes arrivé à avoir vos questions, les questions principales et les questions spécifiques, tout le reste là, c'est vraiment une gymnastique. Le reste là, c'est vraiment une gymnastique. Il s'agit de transformer. Ça veut dire qu'à travers cela que j'ai eu déjà une idée, l'utilité, analyser l'utilité de ces vaccins. Voilà, analyser l'utilité. Voilà. D'où vraiment la nécessité même des cas pratiques là. Quoi. Parce que souvent, à travers les explications, on peut ne pas trouver le mot juste pour donner l'explication, mais avec le cas pratique facilement, on peut se retrouver. Est-ce qu'on se suit? Oui. De l'autre côté? Oui, ça va. Ok. Regardez, oui. Donc, après les objectifs, nous avons les hypothèses de recherche. On va finir avec les hypothèses de recherche aujourd'hui. Les hypothèses de recherche. Je dis que les hypothèses de recherche, ce sont des réponses anticipées au thème. À la différence des questions et des objectifs, les hypothèses n'ont pas forcément des liens sémantiques, c'est-à-dire les liens liés au sens, avec les questions ou avec les objectifs. Mais les hypothèses sont directement liées à la réponse qu'on compte donner à notre thème. C'est-à-dire, vous voyez un problème devant vous, tout de suite, vous vous faites une idée sur la solution probable au problème. Bien avant même de commencer à essayer d'appliquer cette solution-là. Vous dites que peut-être ça peut être la solution. C'est ça l'hypothèse. C'est-à-dire, on se penche sur une idée qu'on va ensuite vérifier. Je ne sais pas si on se comprend. Je ne sais pas si on se comprend. C'est souvent cette conclusion qui vient dans les têtes, la différence entre question de recherche et hypothèse, là, souvent ça... Question de recherche et hypothèse, effectivement, les gens font la confusion. Voilà. Parce que directement, il y en a qui procèdent de la façon de question de recherche, résultat attendu. Donc, directement, lorsqu'ils élaborent les objectifs, je pense que directement, les objectifs, la réponse aux objectifs ou la réponse aux questions constituent les hypothèses. Non. Les hypothèses, si j'ai pu m'exprimer ainsi, les hypothèses, ce sont les réponses bêtes qu'on donne aux choses.
La réponse sans réflexion qu'on donne, oui. La prédiction. Je sais pas. Oui, oui. Des façons plus pratiques. L'exemple qu'on vient de voir tout à l'heure avec le finance. Quelles peuvent être les hypothèses plausibles par rapport à ça? Voilà. Les hypothèses, bon, pas des hypothèses plausibles. Ouais, quand on parle d'hypothèse plausible, ça c'est une hypothèse avérée. Hein? Donc, l'hypothèse, à première vue, c'est-à-dire que les hypothèses de recherche ici, ce sont les réponses à première vue. Ouais. C'est-à-dire que souvent quand on vous pose certaines questions, si vous n'avez pas tout de suite la réponse, vous dites, bon, à première vue, ça peut être la réponse à la question. Mais je ne suis pas très sûr, il faut vérifier. Oui. Hein? À première vue, ça peut être la réponse. Par exemple, quand on prend le cas des microfinances, à première vue, on dit que les microfinances au Mali, ceux qui bénéficient des microfinances s'appauvrissent. On a posé la question, c'est lié à quoi? Donc, à première vue, on peut dire que c'est des gens qui prennent l'argent et bouffent. Au lieu de l'investir. La mauvaise question. C'est l'hypothèse que moi je me fais. Moi j'ai une proposition d'hypothèse. S'il vous plaît, on est encore dans les explications. Notez juste à côté. Notez votre idée à côté, ensuite on va vous revenir. On se suit? Oui. Voilà. Donc, prenons le cas, comme je l'ai dit, des microcrédits. Tout de suite, je dis que c'est des gens qui prennent l'argent et le bouffent. Ils ne l'utilisent pas à bon escient. Oui. Mais est-ce que j'ai raison? Il faut vérifier. Ça, c'est une réponse, comme je l'ai dit, une réponse. Voilà, à première vue, c'est la réponse qui me vient en tête. Oui. Mais si tu vérifies, on va peut-être trouver que non, en réalité, ils n'ont pas forcément bouffé, ils ont investi, mais ils n'ont pas fait d'études de faisabilité, ainsi de suite. Hein? Ou bien il y a eu d'autres aléas qui sont arrivés et qui a fait que. Mais à première vue, je dis que non, c'est les gens qui prennent l'argent parce que ils avaient pensé à certaines. Comment dire, à se faire plaisir seulement. Ils pensaient seulement à se faire plaisir. Donc, ils ont pris l'argent et ils l'ont investi dans des plaisirs. Voilà. Ou bien je peux peut-être dire que c'est des gens, ils prennent l'argent. Si c'est vraiment des gens qui sont suffisamment pauvres, peut-être je vais dire que bon, c'est des gens, ils n'ont pas pu l'investir parce que ça coïncidait avec une sécheresse, ils voulaient s'alimenter avec ça. Voilà. Ils ont pris l'argent. Si à première vue, l'année, j'ai connaissance de quelqu'un qui a pris crédit et ça a coïncidé avec une difficulté du genre, hein, que une famine, ils ont pris l'argent, ils ont investi. Parce que c'est ce qui saute à l'œil, quoi. C'est ce qui saute à l'œil. Hein? En période de famine, quelqu'un qui a quand même pu avoir un prêt, on va tout de suite dire que la première des choses à ce qu'il va penser, c'est aller s'acheter à manger d'abord. On peut aussi dire que la première vue, on a droit, chacun a droit de proposer son hypothèse. Oui. On peut aussi dire que la première vue, le crédit, le fait qu'enfoncer les plus pauvres. Non, c'est ça, c'était. C'est-à-dire que dans le sens, on peut dire que le taux de remboursement est bien plus supérieur au profit que les gens en gagnent. Voilà, donc les gens en gagnent. Et par conséquent, ça ne fera que ça aggrave leur pauvreté. Oui. Ils remboursent plus que ce qu'ils ne gagnent en temps de effectivement. Le plus vite, c'est là, il faudrait que
oui, vous ayez quand même une certaine expérience en matière de microcrédit. Voilà. Les hypothèses ne sont pas permises. Hein? Non, toutes les hypothèses sont permises. Toutes les hypothèses sont permises. C'est juste une spécification que je suis en train de donner, mais toutes les hypothèses sont permises. Donc, c'est vraiment, comme je l'ai déjà dit, c'est une réponse bête. On donne à un sujet, à un problème posé. La réponse à première vue. Maintenant, ce sont les raisons pour lesquelles ces hypothèses-là doivent être vérifiées. Ces hypothèses-là doivent être vérifiées. Donc, vous pouvez choisir un certain nombre d'hypothèses, comme on a déjà vu avec les questions spécifiques. Vous pouvez aller 2 hypothèses, 3 hypothèses, ainsi de suite. Voilà, c'est limité à cela. Une ou 2 hypothèses, 3 au maximum. Donc, lisons un peu. Donc, l'hypothèse est une réponse provisoire. On dit que, mais plausible, que le chercheur formule par anticipation. C'est-à-dire avant même de commencer son travail de recherche à sa question. Et, s'il vous plaît, quelqu'un avait voulu réagir. Excusez. Celui qui voulait réagir. C'est bon, on peut avancer, c'est bon. On peut avancer. Hein? Ouais. 19h. Hein? On a dit que l'hypothèse, c'est une réponse provisoire. Oui. Qui doit être vérifiée. Oui. Est-ce que cela signifie que dans la formulation des objectifs spécifiques, nous devons tenir compte de cet aspect? Non. Parce que puisque c'est une réponse provisoire, et de toute façon, à la fin de l'étude, les conclusions devront nous permettre de savoir si l'hypothèse est vraie ou pas. C'est ça. Oui. Est-ce que dans ce sens-là, on doit tenir compte de la formulation des objectifs spécifiques? Non, ils n'ont pas de lien. C'est-à-dire que dans la formulation des objectifs, les objectifs sont vraiment formulés sur la base du problème tel que vous l'avez posé. Mais l'hypothèse, c'est la réponse telle que vous le voyez de façon superficielle. Tel que je le vois de façon superficielle, moi je pense que ça doit être ça. Maintenant, cette hypothèse, c'est lorsque vous allez, parce que vous n'allez pas quand même prendre ces hypothèses-là et en faire un objet de recherche spécifique. Vous allez travailler sur les objectifs et les questions que vous avez élaborées. Maintenant, puisque vous étiez déjà donné une idée sur le problème, cette idée-là est enfouie. C'est comme les hypothèses. Cette idée-là est enfouie. C'est en vous. Vous allez continuer votre recherche. Maintenant, à la fin de la recherche, les objectifs, lorsque vous avez atteint vos objectifs de recherche, vous avez répondu à vos questions, à les questions que vous avez posées, vous allez les comparer aux hypothèses que vous avez. Est-ce qu'il ne faut pas aussi que l'hypothèse aussi t'influence? Voilà, il faut être vraiment objectif, parce que si votre objectif est toujours force, parce que l'hypothèse, on dit que l'hypothèse peut être confirmée ou bien infirmée. Donc, il ne faut pas travailler uniquement à confirmer votre hypothèse. Forcément, il ne faut pas le faire. Parce qu'il y en a qui font ça, il y en a qui travaillent. Il faut que l'hypothèse que moi j'ai, il faut que mon hypothèse, il faut que mes questions, mes objectifs
aboutissent à cette hypothèse. Et c'est l'erreur vraiment que certains commettent dans leur recherche. Parce que l'hypothèse n'est pas forcément vraie. La raison pour laquelle j'ai dit, c'est une réponse bête. Vraiment pas. C'est vraiment ça l'explication que j'ai. C'est une réponse bête qu'on donne comme ça, à tue-tête, et on vérifie. Après vérification, ça peut être vrai comme ça peut être faux. Il y a certaines hypothèses, si ces hypothèses ne sont pas vérifiées, en tout cas, ça touche un peu l'objectif de la recherche. Je pense savoir. Ok, on va rapidement finir avec ça. Et puis, c'est déjà tard, 19h. Donc, on dit que les hypothèses de recherche, ce sont des réponses par anticipation, c'est-à-dire avant même de commencer son travail de recherche à la question principale de recherche. Plausible signifie que l'hypothèse doit être vraisemblable. Hein? On est en droit de considérer comme valable, vrai. On dit que l'hypothèse, on le considère comme vrai. Mais c'est juste vraiment une appréhension. C'est juste une appréhension qui doit être vérifiée. Donc, l'hypothèse ne doit donc pas être tirée par les cheveux, normalement fondée sur les vécus, la littérature, le savoir ordinaire, l'évidence ou l'antécédent. Par expérience. Donc, l'hypothèse part de là. Si on n'est donc pas en mesure, dans une recherche, de poser des hypothèses plausibles, mieux vaut ne pas en faire. Donc, dans les recherches, on peut poser des hypothèses comme on peut se passer de poser des hypothèses. Donc, elles sont facultatives dans certaines recherches. C'est-à-dire, c'est d'ailleurs pour cela que dans les études exploratoires, il n'y a pas d'hypothèse. C'est le cas, par exemple, des études de prévalence des maladies en médecine ou d'études d'instruction traditionnelle ou anthropologique, par exemple, le mariage chez un groupe communautaire. Rappelons que l'usage d'hypothèses fantaisistes peut coûter du temps, mais aussi et surtout de l'argent, si on est dans l'argent. Dans une recherche, indépendante, explicative. Observer, taille, poids, ainsi de suite, ou supposer, ainsi de suite. L'hypothèse peut donc être nulle, alternative, l'hypothèse alternative, ainsi de suite. On comprend mieux ces explications en prenant des exemples dans le domaine de la médecine. L'usage de l'hypothèse est quasi systématique. Un médecin qui reçoit un patient, ici c'est intéressant, un médecin qui reçoit un patient va par exemple lui poser des questions suivantes. Question principale, de quoi souffrez-vous? Maux de tête. Combien de temps? Ces maux de tête sont-ils intenses? As-tu des fièvres? Ce sont des questions spécifiques. À l'issue de ces questionnements, le médecin va lui prescrire une série d'analyses. Déjà, à partir de là, le médecin s'est fait une idée sur la maladie dont souffre le patient. À partir de ces questions-là, il s'est fait une idée. Maintenant, pour vérifier réellement si ce que lui il soupçonne comme maladie chez le patient est réel, donc il donne des analyses, des hypothèses à vérifier maintenant. Par exemple, deux hypothèses, ou la fièvre typhoïde. Voilà, ou la fièvre typhoïde. Donc,
Il donne des analyses à aller vérifier. Maintenant, il ne peut pas se fonder que c'est réellement le palu. Parce que s'il travaille à confirmer réellement que c'est le palu, il ne va même pas s'intéresser à l'analyse de la fièvre typhoïde. Il va donc donner directement et peut-être on va se trouver que ce n'est pas le palu, c'est plutôt la fièvre typhoïde. Vous avez donné. Ah voilà, vous avez donné une analyse des trucs et on va vous amener un résultat. Voilà. C'est ça quoi. Donc l'hypothèse n'est pas toujours confirmée, l'hypothèse peut être fausse, peut être infirmée. Donc on peut s'arrêter là aujourd'hui. Voilà, on peut s'arrêter là aujourd'hui. La semaine suivante, on va continuer. Merci bien. Oui. On peut avoir le support, juste lire un vidéo avant de venir dans un moment. Oui. Ok. Le support. Oui. Il va vous envoyer. Donc, comme on le dit, merci de votre aimable attention. Bonne soirée. Merci d'avoir accepté de rester au-delà de l'air.